Pour écouter cette session en français, veuillez cliquer en bas de votre écran sur l'onglet Interprétation et sélectionner le drapeau français. Hello. Bonjour. Habari za leo. On behalf of ICLEI Africa, the Africa Center for Cities, Our Future Cities, Surge Africa and the Red Cross Crescent Climate Center, We are delighted to welcome you to the Rise Africa 2023 Action Festival. Rise Africa is a platform that brings together thinkers, doers, and enablers to inspire action for sustainable cities. This is the third edition of our virtual festival. It brings together insights, practices, and visions from across the continent. This year's theme is The Cities We Want. the cities we want. the cities we want. The cities we want. This mirrors the African Union 2063 Agenda Vision, the Africa we want. It is a wonderful Pan-African call for transformative change. However, the agenda does not adequately embrace urbanization as a potential positive force for improving prosperity, inclusivity, and environmental well-being on the continent. We need more emphasis on the role of cities and local action. And this festival aims to provide inputs into this agenda. The cities we have are Expanding, incomplete, inventive, contested, facing impending crisis, yet brimming with potential. The cities we want are people-centered, Safe and healthy. beacons of culture, unflinchingly modern. And adapting to change and leading global innovation. We'll make these cities through Experimenting, learning collaborating, and amplifying the everyday actions of people who are shaping their cities. The festival invites you to embrace different ways of knowing, It invites you to forge new partnerships, Experiment with new concepts and ideas. to seek ways to bridge science, business, policy, and the arts. Together, let's enter this space in the spirit of poetic possibilities. The cities I want, I already have. In people, all of us children, mommy's sons and daddy's daughters, not raised ideally, but we're still proper. Carrying dust of townships on our skins, unwashable identities and unsolvable complexes, crisscrossing each other with dance, loving where hatred has tried, succeeding where governments have failed. I see monuments in these lives standing here, deities to be worshipped after now, each one gods in their own rights, kings and queens of the yellow and black. We live here together, synchronized dreamers in a city that never sleeps. If there is still one person left grinding on the streets, when you write about a place like Lagos, we do not convolute the language. Come meet us where joy has found us, on the streets where art has found voice, in dance theaters raised on canals, and open mics staged on wooden bridges. I found my cities here, in the people, full of life, each one a road rager, each one a mouthful of curses, each one a mouthful of blessings, each one a hand full of blessings, because that's how it ought to be. Bonjour, bonsoir, où que vous vous trouviez. Mon nom est Ingrid Koitse, je travaille pour ICLEI sur la biodiversité et c'est un immense plaisir pour moi de vous accueillir à cette session du festival Rise Africa. Nous allons parler de la création d'un environnement favorable à l'intégration de solutions basées sur la nature et à l'adaptation au changement climatique et plus spécifiquement les points de vue des parties prenantes africaines. Je vous souhaite donc à tous la bienvenue à nos participants, à tous les membres du panel, à nos intervenants, aux membres de l'organisation. Je vais maintenant vous donner un aperçu très bref de la session et pour cela, je vais prendre un peu de recul et vous parler de ce que l'on a fait au cours de cette dernière décennie, dans le sens qu'on a vu une augmentation significative du financement des solutions basées sur la nature et en particulier l'adaptation au changement climatique dans les villes africaines. Globalement, on constate que les bailleurs de fonds, les institutions et les praticiens
ont réorienté leurs ressources, augmenté leurs investissements et offrent des formations approfondies pour les communautés et les institutions. Plus récemment, dans l'objectif d'adopter une approche scientifique comme celle qui a été adoptée avec le protocole Koenig-Montréal l'année dernière, on constate que la société se réveille à l'idée de approcher et intégrer des solutions basées sur la nature et l'adaptation au changement climatique. Il reste des questions à répondre. Qui va bénéficier de ces interventions? Qui va être touché et qui y participe? À cette session, nous allons discuter des différents points de vue des différentes parties prenantes à travers ces différents éléments, notamment les jeunes, les femmes, les praticiens, les membres de la communauté, ainsi que les chefs traditionnels pour comprendre comment créer un environnement favorable va avoir un impact et a eu un impact sur leur vie. Différents projets qui portent sur l'intégration de solutions, à savoir le programme UNA Africa, le Kibera projet d'espace public et la réalisation de projets urbains, le KDI. Je vais d'abord, avant cela, vous présenter les intervenants. Tout d'abord, pour tous les participants, je vous remercie de maintenir votre micro éteint et votre vidéo éteinte pendant toute la durée du webinaire. Cette session est enregistrée. Vous avez donc, par votre participation même, accepté cet enregistrement. Si vous avez des questions ou des commentaires, merci de les écrire dans le chat à tout moment de la session. Si vous souhaitez qu'un intervenant en particulier y réponde, merci de l'indiquer également dans le chat. Et je rappelle à tout le monde de garder un œil sur le chat parce qu'on va mettre les biographies de nos intervenants ici, ainsi que des liens utiles. Et puis, si vous avez des questions, eh bien, on y répondra également dans le chat. Sur ces points d'organisation, je vais maintenant avec plaisir vous parcourir le programme de la session. On va présenter les intervenants. On va avoir un aperçu des différents projets auxquels j'ai fait référence. Ensuite, on va avoir une discussion entre les membres du panel avec différents membres qui vont participer. Et puis, enfin, on va avoir une session de questions-réponses. Et puis, on conclura tout ça. C'est donc une expérience de partage pour nous tous. Il est temps que je vous présente maintenant nos intervenants pour cette session aujourd'hui. Tout d'abord, nous allons avoir un petit aperçu des 3 projets qui vont être faits par qui va être fait par Bongiwe Simka, qui est professionnel de solutions basées sur la nature ici au sein d'ICLEI Africa. Et puis, Regina Opondo, qui est responsable communautaire au sein du projet KDI, et Franklin Kirimi. Je vais tout d'abord dire qu'on apprécie l'apprentissage et qu'on aime aussi mettre en avant les savoirs traditionnels et notamment les savoirs autochtones. Et nous avons la chance d'avoir avec nous un autochtone et j'espère que ma prononciation ne fera pas défaut. C'est un témoignage du fait que les environnements
et que nous reconnaissons le rôle que les savoirs autochtones vont apporter à la lutte contre les changements climatiques. Donc, chef Nana Kwesi Ejin, je vous souhaite en particulier la bienvenue. Nous avons ici avec nous également le docteur Amanda Odoy, qui est chercheuse universitaire au Centre de recherche sur le genre à l'Université de Cape Town. Regina, donc, que j'ai mentionné comme l'une de nos intervenantes, et le dernier membre du panel que je n'ai pas présenté, c'est Marion Renaud, qui est directrice générale du renouvellement de l'hébergement pour la ville de Nairobi. Je vais maintenant laisser la parole à nos intervenants qui vont planter le décor de notre session en vous présentant les 3 projets. Il y a également une vidéo que nous vous ferons visionner avant de passer à notre discussion. Je vais donc maintenant laisser la parole à Bongiwe. Merci beaucoup, Ingrid. J'espère que tout le monde me voit et m'entend correctement. Comme présenté, je m'appelle Bongiwe Simka, je travaille pour IGLEI Africa et je fais partie du projet UNA également, que je vais vous présenter brièvement maintenant. Donc, les atouts urbains naturels pour l'Afrique. C'est un programme qui a pour but de soutenir les gouvernements locaux en Afrique pour protéger et revitaliser les atouts urbains naturels en intégrant des solutions basées sur la nature dans la planification urbaine. Ce projet est financé par l'agence CICIDA et il a été lancé en 2014, donc presque 10 ans. Aujourd'hui, nous en sommes à la 3e phase. Pendant cette période, le programme a été mis en œuvre dans 10 villes africaines à travers 8 pays. Comme mentionné précédemment, la phase actuelle de UNA, c'est le projet de résilience. Donc, en se basant sur les travaux qui ont été faits au cours des phases précédentes, la résilience a pour but de transformer les trajectoires de développement des villes africaines vers un développement qui améliore la durabilité et l'interconnectivité avec les systèmes naturels environnants à travers 3 piliers, la gouvernance, la planification et la finance. Et nous faisons cela en renforçant la résilience urbaine, en également incitant à un élan pour un processus de changement transformatif. Actuellement, cette phase est développée en Sierra Leone et au Ghana. Cette phase s'ancre plus particulièrement sur une approche des droits de l'homme qui est transversale à tous les piliers et à toutes les activités du programme et qui veille à ce que les droits de l'homme et les considérations de genre soient prises en compte dans toutes les activités de résilience au changement climatique. L'objectif est de créer un environnement et cela a pris différentes formes, dont l'une est la recherche. Nous avons reconnu et mis en évidence le manque de données dans différents pays. Donc, l'objectif du projet était de combler ces lacunes en termes de données et d'informations, développer des ensembles de données et des cartographies également spécifiques aux villes, quels étaient les atouts naturels au niveau urbain et dans quelles conditions ils se trouvaient. Nous avons également ajouté des éléments socio-économiques pour comprendre dans cette recherche en menant des enquêtes socio-économiques qui ont été faites à travers environ 900 ménages dans chaque ville. Et l'objectif de ces enquêtes était de comprendre
le paysage socio-économique et les codépendances. Nous avons maintenant une meilleure compréhension grâce à cela des vulnérabilités qui existent, une meilleure compréhension des droits de l'homme, des droits liés au genre, de l'accès et de la participation dans le contexte de la biodiversité et de l'adaptation au changement climatique au niveau urbain. On a également une meilleure compréhension de la dépendance aux atouts naturels. Quels sont les atouts naturels qui sont clés comme moteur économique, comme moteur du bien-être au quotidien. Nous avons également recherché plus d'informations par rapport à l'accès aux opportunités et essayé de mettre en avant la résilience communautaire au niveau local. À travers notre recherche, nous avons également une meilleure compréhension des paysages politiques et nous avons été en mesure d'identifier des points d'entrée pour l'inclusion de solutions basées sur la nature et également la prise en compte des questions de genre et d'inclusion. L'objectif de créer des environnements inclusifs passe par les laboratoires d'apprentissage où nous mettons en place des plateformes qui sont inclusifs, qui rassemblent différents acteurs à travers la participation et l'échange d'expériences, à la fois de la société civile et des fonctionnaires du gouvernement pour comprendre quels sont les atouts naturels, plutôt que juste extraire les ressources et les utiliser. Nous voulons également mettre en place un changement durable avec au niveau local et plaider pour un environnement sain. À travers toutes ces initiatives que je ne peux pas énumérer en détail, nous avons mis en place des réponses ciblées et adaptées au contexte qui ont été qui se basent sur les données et les recherches que nous avons menées. Et cela inclut le développement d'outils et de ressources qui aident à soutenir les processus d'apprentissage et également de généralisation. Cela inclut beaucoup d'activités, y compris une qu'on a utilisée récemment avec des photographies où les gens peuvent apprendre en continu sur la nature et la place de la nature dans les villes et également renforcer la résilience. Nous souhaitons également augmenter les mécanismes de financement de la biodiversité. Beaucoup des lacunes qui ont été identifiées, en particulier au niveau local, nous essayons de voir quels sont les leviers au niveau des villes pour les financements et quels types d'interventions peuvent être menées. Voilà en partie ce que l'on essaye de faire. Nous essayons également d'inclure les voix des jeunes dans les discours sur les changements climatiques et les solutions basées sur la nature. Nous avons réuni récemment différents jeunes des écoles et des villes et nous avons souhaité créer une plateforme pour qu'ils puissent débattre ensemble et discuter ensemble des solutions basées sur la nature et comment cela s'insère dans leur vie quotidienne et quelle est la valeur de tout cela. Je pense que je vais m'arrêter ici. J'ai parlé beaucoup, mais il n'y a pas beaucoup de temps. Je pense que nous allons donner plus d'informations dans le chat. Vous pourrez avoir le lien vers notre site Internet et vous pourrez y voir beaucoup plus de détails sur notre projet. Merci beaucoup. Merci. Merci, Bongyo, pour cela. Nous avons une petite annonce technique à faire à ce stade. Je vais laisser la parole au technicien pour cela. Par rapport au PowerPoint, par rapport aux présentations PowerPoint, oui, bonjour à tous. Juste un petit avertissement pour les présentateurs suivants. Lorsque vous présentez votre écran, lorsque vous montrez votre écran, pour vous assurer que tout le monde puisse le voir, n'oubliez pas de masquer votre tableau, votre barre de tâches Zoom. En haut de votre écran, il y a 3 petits points et normalement, vous pouvez cacher, masquer la barre des tâches. Autrement, ça fait, comme on le voit à l'écran, des blocs noirs au milieu de l'écran. Donc,
prochaine personne à prendre la parole, Regina. C'est vous que je vais inviter au micro et vous allez nous parler du Kibera Public Space Project. Merci. J'ai pris la liberté de demander à Franck de prendre la parole également. Donc, on va se partager la présentation. Donc, Franck, je vais te laisser la parole d'abord. Merci, Regina. J'espère que tout le monde m'entend correctement. Merci d'avoir partagé ça, Bongiwe, également avec nous. On va commencer, je pense, par visionner la vidéo qu'on a prévue. OK, donc je vais partager la vidéo maintenant. Lorsqu'il pleuvait, c'était difficile pour nous même de dormir parce que l'eau allait entrer dans les maisons. Je vais essayer de revenir au début, excusez-moi. La technologie peut parfois nous mettre en difficulté. Je vais essayer de refaire ça correctement. Je suis censée être capable de faire ça. Je ne veux pas embarrasser toute ma génération en échouant là. OK. Maintenant, c'est au début. Lorsque je grandissais en tant que jeune fille, l'un des défis auxquels on était confrontés, c'était les infrastructures. Les maisons dans lesquelles on vivait n'étaient pas sécurisées. Lorsqu'il pleuvait, il était très difficile pour nous de juste même dormir parce que les inondations venaient dans les maisons. Kibera est l'un des établissements informels de Nairobi. Il n'est pas bien connecté au système ni d'eau ni d'électricité. Lorsqu'on se penche sur les services disponibles, les routes, les assainissements, ce n'est pas suffisant pour l'ensemble de la population de Kibera. En 2006, l'initiative Conquer Design a lancé une nouvelle approche. Le concept général de KDI, c'est comment travailler avec les gens, comment planifier avec les gens et comment soutenir la communauté pour qu'ils résolvent leurs problèmes. L'histoire de KDI est intéressante. Elle date de 2006 où 6 étudiants de l'école d'Harvard de design ont voulu un espace public qui apporte une durabilité économique, mais aussi environnementale, et renforcer la résilience d'un espace que les personnes pouvaient s'approprier. Donc, KDI a été créé à différents sites, 11 au total, qui sont répartis sur tout Kibera. Les sites présentent des solutions qui sont transversales aux systèmes d'assainissement, aux espaces ouverts, aux espaces de jeu pour les enfants, mais également des solutions par rapport aux défis environnementaux comme les inondations. Le site dispose de latrines, l'eau utilisée dans les douches a été récupérée. Nous avons également 2 kiosques qui peuvent servir. L'un d'entre eux est dédié aux jeunes. C'est également un espace pour apprendre, pour échanger, pour vivre en communauté. Nous plantons des légumes et nous les vendons. La communauté autour, nous leur apportons également de l'huile, de la farine. Ce modèle est une manière d'autonomiser les populations au niveau local. Ça montre qu'on peut faire des interventions à faible coût avec un fort impact. Nous faisons confiance à KDI et beaucoup de projets que nous avons pu mettre en place, nous avons pu le faire grâce à leur soutien. On prend les décisions tous ensemble.
l'idée était d'intervenir et de travailler ensemble avec la communauté, travailler ensemble avec les politiques et les gouvernements. Et cela a vraiment permis d'établir un climat de confiance. J'ai vu tellement d'organisations travailler à Kibera qui n'ont pas réussi à faire ce que KDI a réalisé. Ce travail est transformationnel et ce travail, et c'est ce dont nous avons besoin pour nous assurer que Kibera est un endroit où les enfants, les femmes, quiconque puisse s'épanouir. KDI a co-créé 11 espaces publics résilients qui ont amélioré de manière significative les services publics. Leur approche du bas vers le haut a été répliquée dans différentes régions du Kenya et inspiré d'autres projets inclusifs. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole maintenant à nos deux intervenants. Je crois que ça va être vous, d'accord, Franck? Donc, je n'entends rien. Donc, merci Bongiwe et merci pour cette opportunité de pouvoir partager le travail chez KDI. Donc, je vais faire cette présentation avec Regina. Nous allons vous parler de deux de nos projets. De l'espace public et aussi d'une solution basée sur la nature urbaine. Donc, je vais commencer par partager un peu sur notre travail et ensuite je donnerai la parole à Regina qui vous parlera un peu plus de la vidéo que nous venons de visionner. KDI est une organisation, une OGN, nous travaillons avec les communautés pour fournir des interventions physiques et non physiques. Dans des établissements de réfugiés et dans toutes ces communautés, nous travaillons pour améliorer l'équité et la justice sociale. Nous avons travaillé avec des communautés au Kenya, en Amérique latine et ailleurs. Menées par une équipe d'expatriés multidisciplinaires. Nous avons 4 services, les recherches et les tests, la sensibilisation, l'éducation, la conception et la construction, la planification et la programmation. Nous allons parler de comment nous engageons avec les communautés et comment nous trouvons des solutions vertes. Nous testons aussi les pratiques vertes et nous faisons ça pour les villes et pour les endroits informels. Donc, je donne la parole maintenant à ma collègue qui va partager davantage. Merci beaucoup. Donc, nous avons visionné la vidéo. Il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, le projet
a été une réponse à l'injustice. Donc, l'accès à des choses basiques, les endroits où on peut s'asseoir, juste pour se poser, n'existent pas. Mais c'est nécessaire. Nous avons beaucoup de ça dans la vidéo. Donc, notre approche, donc quelqu'un dans la vidéo en a parlé. Notre approche est devenue un pilier de notre travail. Le premier, c'est la participation, travailler avec les gens et pas pour les gens, ou de leur imposer des idées, reconnaître qu'ils comprennent les enjeux, qu'ils ont souvent des solutions, et donc travailler avec eux pour identifier et pour développer ces solutions. Deuxième pilier, l'intégration. Nous sommes un établissement multidisciplinaire. Nous avons plusieurs disciplines, des travailleurs de communauté, des architectes. Donc, toutes ces compétences travailler avec les comités, avec toutes ces expertises, nous permet d'apporter ces solutions. Le changement lié au réseau aussi, c'est un des piliers pour nous qui nous permet d'apporter des solutions dans ces différentes communautés. Merci beaucoup, Regina. Le son coupe, l'interprète s'excuse, mais nous n'entendons pas l'intervenant. Merci beaucoup, Regina. Nous allons maintenant regarder l'autre projet que nous avons effectué. Donc, un peu de contexte. Des projets précédents de GPI, nous avons pu identifier où nous pouvons introduire des différentes solutions. Nous avons évalué à travers différents facteurs quels sont les succès des différentes infrastructures vertes. Donc, cela a été la base de comment nous avons abordé ce projet. Donc, nous avons cherché d'autres opportunités pour le NBS dans des établissements informels africains. Donc, il y a un problème d'acceptation en Afrique dans ces établissements informels. Et nous avons trouvé que si nous pouvons travailler pour trouver ces preuves, que nous pourrions aider ces établissements informels à être acceptés. Et nous faisons la promotion de ces solutions basées sur la nature. Donc, le programme RUNBS est divisé en 4 composants. Donc, la partie co-design. C'est un système MEL et c'est de comprendre la performance des NBS. Et les différentes approches qui existent. Nous avons aussi travaillé sur la mise à l'échelle. Donc, depuis 2019, nous avons travaillé dans 2 villes en partenariat avec CCI en Tanzanie et à Nairobi.
Nous avons construit 2 sites à Nairobi et 2 sites à Dar es Salaam avec des solutions basées sur la nature. Certains, on va faire avec de l'eau de pluie. Nous avons utilisé les expertises et les connaissances locales pour trouver ces solutions. Ainsi, ces solutions peuvent être maintenues par les communautés. Nous sommes dans la 2e phase de ce projet, dans un autre établissement. Donc, les objectifs sont de fournir des preuves pratiques basées par les données. Pour faire le NBS aussi à Nairobi et à Dar es Salaam, le transfert de connaissances, la dissémination des informations aux résidents et aux autorités locales et pour les politiques. Donc, je partage quelques exemples avec vous pour un projet que nous venons de terminer. Donc, la dernière chose que je peux dire pour vous, les résidents des communautés pauvres ne sont parfois pas servis dans les décisions qui ont à faire avec le développement de la communauté. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Frank, et je suis désolée de vous avoir coupé court. Nous avons un panel et je pense que tout le monde s'intéresse à ce qu'ils ont à dire. Donc maintenant, nous allons entendre notre panel. Merci aux intervenants qui viennent de nous faire les présentations. Donc, j'ai déjà fait la présentation du panel. Un de nos intervenants ne nous entendait pas très bien. Donc, je vous invite, ce que je disais, pour pouvoir apprendre d'une meilleure système, d'une meilleure façon. Nous sommes ravis de vous avoir sur notre panel. Nani Kwesi, vous êtes autochtone d'un endroit traditionnel au Ghana. J'espère que j'ai bien prononcé votre nom. Votre présence aujourd'hui est un testament sur le travail que nous faisons et que c'est seulement possible avec l'apprentissage mutuel et que les connaissances autochtones doivent jouer un rôle important dans ce processus. Donc, au nom de l'ICLEI, nous vous invitons, nous vous souhaitons la bienvenue à notre panel. Donc, j'ai une question pour tout le monde. La première question que je voulais poser, donc je vais commencer avec Nana Kwesi. Quelle valeur les solutions basées sur la nature ont eu sur le travail dans vos villes? Bonjour. Merci et bon après-midi. Je pense que vous m'entendez. On est entré en contact avec votre organisation. Ça nous a mis en contact avec beaucoup de choses que nous n'avons pas, que nous ne connaissions pas auparavant. Vous avez beaucoup d'idées de comment nous pouvons protéger nos ressources naturelles face au changement climatique. Nos comités ne savaient pas ces choses-là. Lors de nos 2 premières réunions, nous avons beaucoup appris. Si nous voulons continuer avec ce que nous faisons, avec les parties prenantes et les gouvernements, c'est ainsi que nous pourrions changer
le dialogue. Ça nous a aussi permis d'entrer en contact avec les personnes au pouvoir dans notre communauté. Nous sommes en discussion avec la municipalité sur les aspects négatifs. Par exemple, nous avons un des plus beaux lagons, mais il y a beaucoup de pollution. Beaucoup de dégâts il y a beaucoup de pollution. Nous n'avons pas de l'eau pour l'agriculture. Et donc, notre relation avec ICLEI a été un bénéfice pour nous et nous allons pouvoir apporter des changements. Regina, je vais vous poser une question maintenant. Comme quelqu'un qui travaille directement avec les communautés et aussi avec d'autres personnes, avez-vous les compétences pour apporter des solutions basées sur la nature? Donc, en tant que professionnelle, j'apprends tous les jours, mais je suis chanceuse parce que je travaille avec des experts comme Frank. Donc, ils travaillent sur le site, ils ont plus d'expérience avec les communautés, avec l'organisation. Nous travaillons étroitement avec les experts qui nous permettent d'apprendre. Et je pense que le langage est très important. Nous devons adapter notre langage aux communautés. Donc, les compétences et les capacités des professionnels, certains ont des compétences pertinentes, d'autres ont besoin de plus de soutien et de renforcement de capacités, surtout sur le côté gouvernement. Donc, pour aider cela, il faudrait apporter ces pratiques. Et nous avons parlé des 3 piliers chez KDI. Donc, premièrement, il faut penser aux expertises techniques et renforcer les capacités pour les personnes et pour qu'ils comprennent de travailler avec différentes parties prenantes. Là, on parle de langage. 3, donc il faut aussi renforcer la capacité des communautés de prendre des décisions. Bien sûr, nous avons aussi la politique, la planification et faire la promotion de NBS. Et bien sûr, apprendre en faisant et apprendre ensemble. Nous travaillons avec... nous allons avoir un événement bientôt. Regardez sur notre site web. Et nous allons voir les différentes expériences comme Nanakwesi, des expériences de différents pays, différentes communautés. Et nous allons pouvoir avoir des connaissances qui sont authentiquement africaines. Donc voilà tout ce que je pense sur les compétences, comment renforcer les capacités et les compétences pour pouvoir mettre en œuvre ces solutions. Merci beaucoup. Oui, j'aime beaucoup ce que vous avez dit sur l'apprentissage. Oui, bien sûr, il faut toujours apprendre et c'est ce que nous faisons ici aujourd'hui. Mais Marion, j'ai une question pour vous. Est-ce que les parties prenantes ont pu mettre en œuvre les solutions? Par exemple, le projet Caribe ou autre, est-ce qu'ils ont pu maintenir ces solutions face aux enjeux politiques? Donc, je parle comme femme politique. Il faut regarder l'impact de ce qui se passe quand les choses ne sont pas faites. Par exemple,
dans les établissements informels, la poubelle, et regardez l'effet négatif que cela a sur le changement climatique. Nous pensons rarement aux effets négatifs. Et les parties prenantes, comment ils font pour appliquer les leçons apprises? Le gouvernement ne peut pas toujours répondre, trouver les solutions eux-mêmes. Parfois, en Afrique, ils ne sont pas capables d'offrir ces services. Les gouvernements ne peuvent pas tout faire eux-mêmes. Et je pense que quelque chose que Regina a dit, la question de la collaboration, avoir une bonne collaboration qui nous permet de travailler. À Nairobi, nous travaillons avec KDE. Nous avons un projet qui va répondre à des questions de la communauté. C'est une initiative menée par la communauté qui va faire la promotion d'un espace urbain pour la communauté. Nous avons aussi un autre projet avec 42 partenaires à Nairobi. Nous avons fait une planification et ça nous montre que nous ne pouvons pas tout faire nous-mêmes. Il faut regarder ce que les communautés font elles-mêmes, et apprendre de ça. Si nous regardons certaines des initiatives, nous avons vu des initiatives sur des déchets solides et les arbres. Et donc, il faut regarder ces initiatives et les soutenir les communautés. Les communautés font ces choses-là elles-mêmes. Donc, en tant que gouvernement, en tant que société civile, il faut soutenir ce qu'elles font pour assurer la durabilité de leur projet. Donc, merci beaucoup. Merci Marion. C'était génial d'entendre ce que vous avez à dire. Maintenant, Dr. Amanda, ma question pour vous. Quelles sont les tendances dans tout ce qui se passe dans les initiatives basées sur les genres en Afrique? Est-ce que vous pensez que les femmes ont un meilleur accès aux ressources et plus de participation dans la prise de décision? Merci. Merci pour l'occasion d'être là avec vous aujourd'hui. Passer sur le développement national. Nous avons des activités de mainstreaming de genre, d'intégration de genre. Nous avons des politiques sur l'intégration des genres que tout le monde adopte. Donc, au niveau des différents pays, nous avons des institutions, des gouvernements qui commencent à mettre en œuvre ou à intégrer des questions de genre dans leur politique. Nous avons des politiques pour congé maternité pour les femmes et même aussi un congé paternité pour les hommes. Nous essayons d'intégrer tout cela de façon positive au niveau politique. Nous voulons que les femmes puissent participer comme les hommes dans les endroits politiques dans les différents pays. Et au niveau de l'éducation,
Nous avons un projet de loi que nous souhaitons passera en loi. Il y a à peu près 30% de représentation de femmes dans les différents niveaux d'institutions. Et aussi avec les ODD et la sensibilisation autour des ODD, nous avons une approche d'intégration même dans les lieux de culte pour s'assurer que les femmes sont représentées dans les lieux de culte aussi. Au niveau traditionnel, nous avons des espaces créés pour les femmes et les hommes. L'interprète s'excuse. Nous avons l'intervenante et nous avons perdu l'intervenante. Je pense que nous avons perdu notre intervenante. Nana Kwesi, j'ai une autre question pour vous. En tant que leader dans le Ogawa, le conseil Ogawa traditionnel, dans votre communauté, vous avez parlé des impacts et des bénéfices. Quelles ressources additionnelles aurez-vous besoin pour pouvoir aider l'impact de ces projets dans votre communauté? Ce dont nous avons besoin, ce sont les ressources pour faire des orientations. L'interprète s'excuse, on n'entend plus l'intervenant. Oh, je m'excuse, je suis de retour. J'avais un problème avec mon Internet. Oui, oui, je vous entends. Pardon, j'ai eu un petit souci avec Internet. Je reviendrai vers vous. J'ai juste posé une question à Nana Kwesi, mais nous avons aussi perdu Nana Kwesi. Est-ce que vous nous entendez? Nous avons des problèmes de réseau. Donc, je pense que nous avons maintenant perdu Nana Kwesi, donc nous allons revenir. Nous avons reparlé des questions de genre. Nous avons parlé des sensibilisations pour les ODD et que nous commençons à voir ça même dans les lieux de culte et dans les endroits traditionnels. Oui. Donc, au niveau des politiques, nous avons des politiques sur le changement climatique au Ghana. C'est une nouvelle perspective. Ce qui se passe maintenant, c'est que ces efforts d'intégration sont basés sur les femmes. Quand nous parlons de genre, il faut avoir une approche compréhensive. Il faut aussi regarder les questions liées aux hommes. Et aussi, quand il s'agit de changement climatique, il y a des conséquences pour des hommes et des femmes. Il y a des conséquences si nous ne traitons pas les questions, les problématiques des hommes. Si les femmes sont autonomisées, mais que les hommes sont laissés derrière, il y aura des implications pour les hommes aussi. Donc, c'est un sujet complexe. Il faut regarder les problématiques des hommes en même temps qu'on regarde les problématiques des femmes. Quand il s'agit de changement climatique, quand il s'agit de questions de genre, nous sommes concentrés sur les défis des femmes, mais le changement climatique a un effet sur d'autres secteurs aussi. Par exemple, la santé, le travail. Ce sont des choses que nous faisons sur le continent afghan. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup
Nous pouvons toujours revenir vous poser des questions après. Merci beaucoup, docteur. Je vois Nana Kwesi de retour. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Allez-y, vous pouvez reprendre. Je suis désolée pour le réseau. Donc, je disais que la ressource dont nous avons le plus besoin serait pour autonomiser nos communautés et nos parties prenantes et nos leaders d'opinion pour les permettre à comprendre que ce que nous faisons dans nos différentes communautés et nos économies, que tout ça a un effet sur toute la nation. Parfois, le gouvernement a mis des pierres pour bloquer l'accès de l'eau de mer. Mais si on n'agit pas rapidement, la mer va envahir nos terres. Donc, il faut leur permettre de comprendre que ce que nous faisons n'est pas la bonne solution. C'est la meilleure ressource que nous pourrions recevoir. Merci beaucoup. Je vais maintenant retourner à vous, Dr. Adoy. Je voulais parler de comment nous pourrions utiliser la recherche pour améliorer l'engagement des communautés. Donc, Nana Kwesi vient de parler de l'orientation et de l'autonomisation des communautés. Donc, je pense que ça pourrait nous aider à parler maintenant de la recherche. Je pense que c'est très important pour identifier quels sont les besoins et c'est là que la recherche prend son sens. Qu'est-ce qui manque? Pourquoi est-ce que quelque chose n'a pas été fait par le passé? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Je pense qu'on peut faire levier sur la recherche pour identifier les questions qui nous préoccupent et restaurer nos atouts naturels urbains. Il faut s'assurer qu'on inclut les approches participatives et communautaires pour identifier les questions et les défis auxquels les personnes avec qui nous travaillons sont confrontées. Quels sont les défis? Ce dont on va avoir comme solution ne vient pas de nous, mais il faut aller les chercher auprès des communautaires. Parce qu'on a des règles et des réglementations au niveau national auxquelles les gens se conforment. Donc nous, comment est-ce qu'on est en mesure de faire ça au-delà de la phase de recherche, après avoir identifié ces défis et comment comment y répondre, dans quelle langue est-ce qu'on va communiquer autour de ces questions? Est-ce qu'on va utiliser un langage que les gens peuvent comprendre, auquel ils peuvent s'identifier? Et également, comment est-ce qu'on va impliquer les membres des communautés? Un point important, c'est d'avoir des groupes qui vont diffuser les informations. Comment est-ce qu'on va diffuser les informations au groupe de femmes? Comment est-ce qu'on va s'adresser aux leaders traditionnels? Comment est-ce qu'on va leur communiquer les informations? Donc, qu'est-ce qui est clé et que tout le monde doit savoir, doit pouvoir comprendre? Ce qui est important, c'est que ces recherches soient inclusives en partant des enfants et en incluant tout le monde. Comment est-ce qu'on transfère les connaissances qu'on va en retirer à tous les niveaux et la co-création de méthodologies pour collecter les données peuvent être des manières de faire levier sur les recherches et des outils qui sont à notre portée pour nous assurer que les solutions vont être acceptées et appréciées par les personnes auxquelles on les propose. Merci beaucoup. Vous avez pointé un certain nombre de choses et je vais maintenant laisser la parole à Marion qui travaille au conseil municipal de Nairobi.
Une fois que Marion aura donné sa réponse, je vais poser la même question à Regina en tant que praticienne. Les points qui sont ressortis de la réponse, à savoir la question des recherches basées au niveau communautaire, identifier les problématiques, la question de la norme. Et le point qui a été soulevé plus particulièrement, c'est la question de la langue et de la communication. Comment est-ce qu'on communique avec nos communautés, avec les différents acteurs, pas seulement les communautés, mais également les faiseurs d'opinion, les décisionnaires, les leaders au sein du gouvernement, en dehors du gouvernement, au sein des communautés de culte également. Comment est-ce que la langue, le langage que l'on utilise, on a souvent dit que parfois c'était un jargon trop technique et donc que ce n'était pas assez accessible. Comment est-ce qu'on peut vulgariser ces informations? Et ensuite, en ce qui concerne les techniques de collecte de données et ce qu'on va faire avec les données. Donc Marion, quel est votre avis? Quelles sont vos expériences sur ces points? Merci beaucoup. J'avais abordé la question du langage parce que, bien évidemment, nous nous sommes également assurés que nos projets soient inclusifs avec les différentes communautés. Je vais vous donner un exemple de la manière dont on a pu faire ça. C'est un projet où nous avons une structure institutionnelle qui inclut une équipe de projet au niveau municipal, mais également une équipe exécutive que l'on appelle la SEC. Et dans cette équipe, il y a différents acteurs, des femmes, des jeunes, des hommes, des membres religieux, des représentants de la société civile, des personnes handicapées, des personnes vivant avec le sida. C'est vraiment une équipe inclusive qui représente toute la communauté dans tous les projets et tous les établissements avec lesquels nous travaillons. En termes de langage, je sais que la langue peut être une barrière, en particulier lorsqu'on s'adresse à des personnes qui ont moins d'éducation. Au Kenya, nous parlons tous Kiswahili. Donc, nous, en tant que fonctionnaires, nous savons parler également Kiswahili. Et lorsque nous allons rencontrer les communautés, nous nous adressons à eux dans cette langue. On va également faire appel à des traducteurs, des interprètes. Donc oui, la langue peut être une barrière, mais nous nous assurons toujours d'être en mesure de prendre cela en compte et lorsque nous adressons aux communautés, lorsque nous échangeons avec les communautés. En ce qui concerne les données sont une problématique pour moi en tant que personne en charge de logement. Parfois, on me demande quelles sont les lacunes en termes de logement à Nairobi. C'est quelque chose sur lequel nous travaillons et nous collectons actuellement des données là-dessus à Nairobi pour avoir de meilleures informations plus solides, notamment sur nos projets infrastructurels, même sur les établissements informels. Nous devons mener des enquêtes socio-économiques. Donc, tous les projets que l'on fait, que ce soit avec la Banque mondiale, avec différents fonds avant tout projet, parce que nous devons également planifier nos établissements. Et la planification, c'est quelque chose que nous utilisons pour modifier également les politiques. Donc, lorsque nous planifions nos établissements informels, la cartographie socio-économique est clé. Et la cartographie socio-économique, c'est quelque chose qui nous donne des informations sur la population, sur la structure, le nombre de femmes, le niveau de revenus. Donc, ce sont des données, c'est le point de départ avant toute intervention pertinente, que ce soit au sein d'un établissement informel ou formel. Merci beaucoup, Marion. Avant qu'on passe à la suite de la discussion, je voulais savoir comment est-ce que vous collectez ces données auprès des communautés? Est-ce que vous formez des membres de la communauté? Nous avons vu des projets ailleurs
Par exemple, ici, on a eu un projet où des membres de la communauté ont été formés à l'usage de la technologie pour, par exemple, alimenter des données sur les données précoces. Comment est-ce que vous prévoyez cette collecte de data lorsque vous faites votre cartographie socio-économique? Sur un projet que nous avons fait récemment auprès de la Banque mondiale, nous avons nous avons fait appel à des consultants pour collecter des données, mais nous avons également formé des membres de la communauté parce que c'est plus facile de savoir si les données sont correctes. Un projet que l'on appelle le projet numérique, nous avons formé des membres de la communauté et la communauté a identifié les usages. L'un des critères utilisés était d'utiliser un smartphone. Ils ont collecté les données à l'aide de ces smartphones et ensuite les données ont été rassemblées au sein d'un serveur. Nous avons donc formé les membres de la communauté à la collecte de données et ainsi on renforce également leur capacité parce qu'ils sont en mesure maintenant d'obtenir un emploi ailleurs parce qu'ils ont développé ces compétences. Donc, nous avons différentes approches, mais oui, nous avons formé les communautés à l'usage de certaines technologies pour collecter des données. Et c'est quelque chose que l'on doit répliquer même au sein des établissements informels. Merci, c'est fantastique, c'est une très belle histoire et j'apprécie que vous ayez de nombreux bénéfices à cela, faire appel aux jeunes, renforcer leurs compétences pour pouvoir être employés ailleurs également. Je vais revenir maintenant je vais me tourner vers Regina. Vous avez écouté toutes ces discussions et par rapport à votre point de vue, au travail que vous avez fait dans les projets que vous avez mentionnés, ensuite je vous demanderai, d'après votre expérience, de la communication, des questions de communication. Vous en avez parlé un petit peu dans votre présentation, mais également la question du langage et cette question qui est revenue des données. Oui, merci. Je pense que mon point de départ avec KDI, nous sommes une équipe multidisciplinaire et en interne, lorsque nous nous réunissons en tant qu'organisateurs, agents, travailleurs sociaux, architectes, paysagers, nous voulons nous assurer de bien nous comprendre en interne, d'avoir un langage commun et donc que l'on parle bien de la même chose lorsque nous échangeons. Et ça, c'est l'avantage d'avoir la présence de personnes avec différentes expertises techniques. Mais nous avons également dans nos équipes des membres communautaires qui nous permettent de comprendre de manière plus intime le fonctionnement des communautés et nous adresser à eux dans une langue qu'ils comprennent. Ce n'est pas toujours la langue dans le sens Kiswahili ou anglais, mais les différentes nuances, le vocabulaire que les gens utilisent au quotidien et qu'ils peuvent comprendre. En ce qui concerne les groupes communautaires, nous avons essayé de les mettre en première ligne de l'engagement avec les différents acteurs. Nous avons donc eu cette approche où un groupe communautaire a mené l'identification des problématiques avec les parties prenantes et l'accord était qu'ils allaient également être impliqués dans la mobilisation des autres parties prenantes. Donc, ce sont eux qui ont été envoyés pour échanger avec le gouvernement les propriétaires des infrastructures, mais également identifier s'il y avait des lacunes autour de la table, s'il manquait des femmes, s'il manquait des jeunes, s'assurer que ces voix soient représentées également. Ensuite, dans notre processus de conception, nous essayons également de capturer toutes les diversités de la communauté. Nos méthodes doivent être, afin que nos méthodes soient appropriées, nous travaillons avec des enfants, nous utilisons par exemple des Legos ou des musiques, des chansons, des dessins pour également adapter cela aux plus jeunes, mais également aux groupes mixtes, à différents groupes. On a parlé de différentes barrières en termes d'apprentissage, d'éducation, de langue.
On a donc différentes manières de dépasser ces obstacles. Ce qui est intéressant, c'est, je crois que l'année dernière, nous avons eu quelques groupes de discussion reconnaissants, même si c'est un concept étranger, peut-être qui n'est pas si étranger que cela. Nous avons eu des discussions avec des gens de Kibera et là où on allait mettre en place le projet, la compréhension des populations était assez limitée. Mais si on met ça en pratique, eh bien, les gens comprennent plus facilement. Donc, après avoir fait plusieurs itérations de co-design, de co-gestion au sein des communautés, les résidents ont mieux compris le concept et alors ils ont pu donner leur propre définition. Et je crois qu'il y a même un article qui a été écrit par rapport à ça, faire les choses à la manière de Dieu en Kiswahili. Donc, ils ont vraiment cadré le concept du fait que les concepts et les valeurs spirituelles viennent de Dieu. Donc, préserver la nature, c'est également la manière de louer Dieu. Donc, pour leur démontrer qu'ils peuvent avoir leur propre définition et qu'ils peuvent ensuite diffuser et promouvoir cette définition. Et donc, ça permet d'intégrer la culture et l'histoire et d'ouvrir la discussion. Ça a été très utile pour nous et c'est un exemple que nous aimerions encourager et qui permettra d'apprendre à d'autres cultures sur d'autres cultures. Oui, merci. Je trouve que c'est vraiment très intéressant. Je travaille au niveau mondial dans différents pays et c'est le seul endroit dans le monde où il y a une relation aussi étroite entre la nature, les peuples, les praticiens, les systèmes de valeurs. Je pense que c'est quelque chose que nous, en tant qu'Africains, nous devons être plus attentifs et je pense que le reste du monde peut apprendre de cette richesse que nous avons lorsque nous travaillons avec les communautés et la nature et que l'on ne retrouve pas dans beaucoup de parties du monde. Cette discussion est vraiment, est vraiment super. J'aimerais demander à tous, et je vais commencer par vous, Regina, l'évaluation, le suivi et l'apprentissage, quelle est votre manière d'aborder cela dans les projets que vous menez? Donc, Franck a parlé de l'apprentissage. C'est quelque chose qui doit être une composante fixe de tous nos projets. Donc, collecter ces données auprès des communautés. J'ai beaucoup aimé la référence que Marion a faite au fait que les communautés collectent les données elles-mêmes et puis peuvent faire une analyse préliminaire eux-mêmes. Ça, c'est un point très important pour nous d'être en mesure d'informer et de servir de base aux politiques, aux pratiques. Nous travaillons également avec les universités et les gouvernements sont plus à même de vous écouter si vous avez des données pour appuyer vos résultats, mais également tirer les leçons des différents projets qui ont été menés. Pour nous, je ne sais pas si on l'a mentionné, on travaille dans 5 domaines de services. Le concept et la construction, donc construire les espaces publics avec les communautés. Deuxièmement, la planification et la programmation, donc travailler avec les communautés pour planifier les environnements dans lesquels ils évoluent, mais également planifier les programmes qu'ils veulent mettre en place. Troisièmement, plaidoyer et éducation. Quatrièmement, recherche et tests. Et c'est là que les données deviennent particulièrement pertinentes, non pas seulement comme une composante imposée, mais une composante partagée avec les communautés qui prennent en compte leurs ambitions, leurs visions pour qu'ils puissent transformer leur environnement en informant également, en donnant d'importantes informations aux autres acteurs. Merci
beaucoup. Je pense que sur ce point très important que vous venez de faire sur le fait qu'il ne faut pas juste extracteur de données, mais qu'on puisse s'en servir pour ajouter de la valeur, je vais poser à tout le monde une dernière question et ma dernière question est la suivante. Maintenant, en se tournant vers l'avenir, on a beaucoup parlé de ce qu'on a accompli, ce que l'on fait, mais si on se penche vers l'avenir par rapport aux solutions basées sur la nature, en travaillant avec des communautés et l'importance des savoirs traditionnels et des savoirs et pratiques autochtones dans les projets que l'on mène au sein de nos pays et villes africaines. Qu'est-ce qui, selon vous, doit être fait en priorité pour mettre en place des solutions basées sur la nature qui apportent vraiment des bénéfices, pas seulement en termes d'adaptation climatique et de résilience, mais également d'un point de vue socio-économique, créer des emplois, apporter du bien-être aux populations. Là d'où je viens, c'est également un moyen de protéger nos ressources naturelles. Pour moi, c'est ça aussi qui est important. D'une manière qui protège nos atouts naturels, nos richesses naturelles. Donc, deux priorités selon vous à l'avenir. Oui, je pense que l'une des choses sur lesquelles on doit être particulièrement attentif, c'est la question du genre. Lorsque l'on se penche sur l'égalité des genres, ce n'est pas seulement une question de chiffres, mais vraiment quelle est leur place, la question de la représentation. Les femmes n'ont pas le même accès aux ressources. Comment est-ce qu'on peut s'assurer d'incorporer de manière consciente cet aspect-là dans nos activités? Pour moi, c'est crucial. Les qualités des genres ne doivent pas mettre l'accent que sur les femmes, mais comment cela va alimenter le reste des décisions et comment cela va impacter la réussite de nos activités. Lorsque l'on se penche sur la question des données, quel type de données va parler aux femmes? Les hommes vont plutôt apprécier les données quantitatives. Qu'est-ce que cela signifie? Quelles sont les voix des femmes? Quelles sont les voix des personnes qu'on n'entend pas? Je pense que c'est quelque chose que l'on doit mettre en avant. Lorsque l'on met en place une activité, il faut vraiment être sûr de s'adresser à toutes les personnes. Merci. Allez-y. Non. Quelqu'un voulait ajouter quelque chose? Amanda? Non, c'est tout. Merci. Merci beaucoup. La même question à Marion. Merci. Pour moi, les deux priorités, je pense en premier, ce serait reconnaître le rôle critique de la planification. Parce que ce soit un projet, impliquer les communautés, les aspects financiers, on doit avoir un plan. La plupart des établissements ne sont pas planifiés. Lorsque on planche sur la planification, c'est d'une des activités cruciales à faire. Et ensuite, ce serait également la question d'impliquer les partenaires, non seulement en termes de ressources, mais également en termes de vision, de valeur. Qu'est-ce qu'on peut créer ensemble? Parce qu'on a réalisé que beaucoup d'acteurs qui font des choses dans leur coin, ça engendre beaucoup de redondance, beaucoup de doublons. Et donc, lorsqu'on se penche sur ces solutions qui peuvent avoir un impact sur les changements climatiques, je pense qu'il faut vraiment pouvoir planifier
de manière concrète. Et c'est là qu'on aura un impact plus significatif. Je vais maintenant poser cette même question à Regina. Les 2 priorités selon votre point de vue pour l'avenir? Je voudrais faire le lien avec une question que vous avez posée à Kwesi avant avec les ressources qui étaient nécessaires. Je pense que pour moi, avant de se tourner vers les ressources financières, il faut plutôt se tourner vers les gens parce que les gens sont des ressources. Ils peuvent s'investir, et si on leur a fourni une plateforme pour qu'ils puissent s'impliquer, qu'ils puissent prendre des décisions, qu'ils puissent planifier, ça, selon moi, c'est la priorité. C'est là, pour moi, que réside la priorité, faire en sorte que les communautés soient en avant et au centre de tout programme, que ce soit à l'origine du gouvernement ou d'une association ou d'un autre programme, et qu'ils puissent investir les ressources. C'est créer un environnement favorable. Et ça inclut les espaces civils, les différentes ressources. C'est les gens, le peuple qui doit être en première ligne. Qu'est-ce qu'on met en place pour que les citoyens, les résidents, les communautés soient en première ligne? Pour moi, ce serait ça la priorité. Tout le reste va en découler, en fait. Merci. Et en dernier, mais non des moindres, je vous adresse cette même question, Nana Kwesi. Quelles sont les 2 priorités selon vous pour l'avenir? Nana Kwesi, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous êtes toujours là? Je pense qu'on a peut-être perdu la connexion avec Nana Kwesi. Est-ce qu'il nous reste un peu de temps maintenant, peut-être, pour des questions-réponses? Donc, pendant qu'on essaye de se reconnecter avec Nana Kwesi, on va voir si on peut peut-être répondre à certaines questions des participants. Je voulais donc voir s'il y avait des questions, des commentaires dans le chat. Si vous voulez, levez la main en utilisant le bouton dans les réactions en bas de votre écran, si vous avez des questions et que vous voulez la poser. Personne ne souhaite pour l'instant prendre la parole parmi les participants? Franck, il y a une question qui vous a été directement adressée. Je ne sais pas si vous l'avez vue. Je lis que le réseau au Ghana est mauvais parce qu'il y a eu une coupure de courant. Je ne sais pas si Nana Kwesi va pouvoir se rejoindre à nous. Franck, il y avait une question pour vous directement dans le chat. Je ne sais pas si vous avez pu y répondre. Oui, merci Ingrid. Oui, il y avait une question par rapport à la manière dont nous avons géré la participation et quels ont été les moyens, la personne pivot. Je pense que bien sûr, il y a des difficultés à obtenir la pleine participation, en particulier quand il y a différents groupes présents. Et au cours du temps, nous avons essayé différentes méthodes pour nous assurer que la participation reste volontaire et ouverte à tous et que
le lieu de réunion soit accessible. Nous avons également communiqué énormément en amont. Nous avons impliqué les participants lorsque nous avons lancé le premier atelier pour nous assurer de bien couvrir tous les acteurs. Nous avons fait une cartographie des parties prenantes pour savoir qui devait être représenté au sein de cette session et nous assurer que tout le monde soit identifié. Nous avons également ciblé les différentes communautés locales et participants au niveau communautaire. Merci. Je vois que peut-être Nana Kwesi a réussi à se reconnecter. Il y a une question. Nana Kwesi, est-ce que vous nous entendez? Oui, oui, oui. C'est très bien. Alors, pendant que vous êtes là, est-ce que vous voulez bien répondre à cette question sur les 2 priorités pour l'avenir? Et puis ensuite, on répondra à la dernière question dans le chat. Merci. Comme les autres intervenants l'ont dit, je pense que permettre un échange en personne avec les autochtones pour pouvoir vraiment appréhender les défis auxquels nous sommes confrontés par rapport au changement climatique. Si on ne fait pas les choses correctement, on va être confronté à des résultats catastrophiques. Ma priorité est donc d'avoir l'opportunité de s'impliquer, d'impliquer tous les acteurs, ceux qui ont de l'expertise dans la planification, mais également les leaders traditionnels. On devrait être informé pour mener à bien des projets. Il y a des projets qui peuvent sembler intéressants maintenant, mais dans un futur proche, créer des problèmes. On l'a vu avec la création de certains quartiers qui finalement ont été inondés. Donc, quels sont les leaders des activités quotidiennes au sein de nos communautés? Des paroles très raisonnables. Donc, maintenant, la question du chat, mais également l'intelligence artificielle et l'intelligence de groupe. Comment est-ce que cela a impacté vos travaux, en particulier dans les modèles prévisionnels? Qui voudrait essayer de répondre à cette question? Donc, je peux répondre à cette question, en particulier quand il s'agit d'intelligence de groupe. Donc, ça, c'est la sagesse du groupe. Ce qu'on trouve, si on a un groupe de personnes diverses qui ne sont pas forcément experts sur un sujet, on pourrait avoir de bons retours. Donc, on peut vraiment profiter de discuter avec un groupe très divers, avoir des retours sur différents sujets. Donc, c'est là où nous pouvons tirer profit de la participation d'un groupe divers et inclusif. Marion, avez-vous une réponse à cette question? Pour l'intelligence artificielle, je n'ai pas grand-chose à dire, mais pour l'intelligence de groupe,
quand il s'agit de la dynamique du groupe, de permettre à tout le monde de s'exprimer. La participation publique fait la promotion d'une bonne dynamique de groupe. Donc, c'est obligatoire au Kenya de faire participer les communautés. C'est contre la loi de ne pas le faire. Nous avons une loi. Et c'est important parce que ça nous permet d'avoir un feedback des différentes communautés. Il y a toujours des canaux pour que les gens nous donnent du feedback. Merci beaucoup. Je ne vois pas d'autres questions. Franklin vient de publier d'autres informations. Donc, la modélisation 2D d'inondation. Donc, ça, c'est pour le projet Kibera. Avez-vous d'autres questions? Sinon, je vais clore la session. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, c'était juste un commentaire. Amanda, vous avez la main levée? Oui? Donc, la discussion autour de l'intelligence artificielle et le fait que nous ne l'utilisons pas pour le moment. Donc, ces projets nécessitent des personnes avec des expertises pour la planification, etc. Et nous utilisons les données pour travailler. Oui, oui, c'est un sujet très intéressant. Pour quelqu'un de ma génération, c'est quelque chose qui fait peur. Mais je sais que récemment, nous avons eu une présentation sur le twinning numérique. Et donc, c'est de créer un jumeau numérique de la ville et de faire toute la modélisation et le travail de planification sur la ville jumelle. Donc, c'est très intéressant et nous avons, comme vous dites, nous avons besoin de ces compétences. Donc, je vais faire un petit résumé maintenant. Nous avons eu une discussion très fructueuse. Malheureusement, je vais juste surligner les messages clés, les messages que j'ai retenus. Donc, nous avons parlé de la valeur, le fait que les gouvernements ne peuvent pas faire tout ce travail tout seuls, qu'il est important de travailler étroitement avec nos parties prenantes et l'importance des communautés, d'observer ce que les communautés font parce qu'ils connaissent les problématiques et les enjeux, l'identification des besoins et aussi le fait de l'évaluation du financement. Nous avons eu une bonne discussion autour de l'intégration en matière de genre, l'importance de regarder ou plutôt les impacts de l'autonomisation des femmes, l'impact que cela a sur les hommes. Lorsque nous parlons de des projets que nous voulons mener, il est important de déterminer quelles sont les ressources dont nous avons besoin. Et Nana Kwesi nous a parlé du fait que c'est important d'autonomiser nos communautés, de bien comprendre le travail qu'ils font et de comprendre les impacts de ces projets et des conséquences sur le court terme et sur le long terme. L'importance de bien comprendre les pratiques autochtones
et le rôle de cela dans la prise de décision. Nous avons parlé des exemples à Nairobi, d'établissements informels, des projets, de la question de langue. Utiliser les communautés pour collecter des données. La nécessité d'une méthodologie pour la planification de ces projets et aussi la question de genre, que ce doit être qu'on doit gérer ça avec un bon équilibre. Et aussi l'importance d'intégrer nos partenaires pour ne pas doubler les efforts, mais plutôt de travailler ensemble, de pouvoir utiliser les ressources de nos partenaires, des ressources du gouvernement et des ONG. Utiliser nos communautés, c'est notre meilleure ressource parce que les communautés sont au centre de tout ce que nous faisons. Et aussi de permettre aux communautés de prendre des décisions en les autonomisant. Donc, nous avons eu une discussion très riche aujourd'hui. J'espère que j'ai bien résumé. Je voulais juste remercier tous les participants et les participantes. Nous avons partagé beaucoup d'informations aujourd'hui, mais je voulais surtout remercier nos intervenants, les 3 présentations que nous avons eues. Je m'excuse que ça a été très court. On aurait pu discuter longtemps sur ces différents sujets. Aussi, merci à tous nos panélistes. Merci de nous avoir accordé votre temps, de partager vos expériences et vos connaissances avec tout le monde ici aujourd'hui. J'ai beaucoup apprécié cette session et j'espère que ça a été de même pour tous les participants. Et cela témoigne du fait que nous avons besoin de mieux comprendre, de continuer à apprendre. J'espère que ce webinaire a été utile pour tout le monde ici aujourd'hui. Je peux dire que ça a été utile pour moi. Nos villes et nos communautés sont les plus touchées par le changement climatique. Et j'espère qu'à travers ce webinaire aujourd'hui, nous avons tous appris quelque chose. Merci à Nana Kwesi. Je sais que en tant que chef, vous êtes très occupé. Vous aussi, Dr. Amanda Agoy et Regina Franklin, ma collègue Bongiwe, j'espère que je n'ai manqué personne. L'équipe technique, vous avez fait un travail incroyable. Je m'excuse que nous avons eu quelques problèmes techniques. Voilà, c'est quelque chose sur lequel nous pouvons améliorer ici sur notre continent. Beaucoup de personnes, nos communautés n'ont pas cette connectivité. Donc, je suis contente de voir que nos jeunes et nos villes sont plus connectés et les jeunes surtout avec leurs portables. Donc, merci à tous et à toutes et au revoir.